Flux libre avec Honda, spécialiste de l'hybride depuis plus de 25 ans. Parce que les Français aimeront toujours l'automobile, le Salon automobile de Lyon présente Flux libre, le podcast. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de Flux libre, le magazine audio de l'automobile. Au programme, une pause gourmande à Blois avec un chef qui a 2 passions, la cuisine et les Maserati. Mais avant de nous y arrêter, Alexandre Lenoir nous propose un essai futuriste, la navette autonome signée Volkswagen. Le grand entretien reçoit le créateur et directeur du Grand Prix ACF Autotech. Et pour commencer, le dossier de Flux libre. Pourquoi certains constructeurs s'en sortent mieux que d'autres face aux grands bouleversements de l'industrie? Réponse tout de suite avec BMW et Renault. Flux libre avec Honda. Le marché automobile en flux libre et sans tabou. Feuille de route. Dans ce dossier, nous allons parler des constructeurs qui résistent mieux que d'autres aux changements profonds dans l'industrie et aux ventes, car vous le savez, l'industrie automobile traverse une zone de turbulence. Il y a beaucoup de réalités, baisse de marge, transition électrique complexe, concurrence asiatique, tensions géopolitiques. Pourtant, certains constructeurs affichent une résilience étonnante et nous allons en parler avec 2 d'entre eux. Vincent Salimon, bonjour. Bonjour Laurence. Vous êtes le CEO de BMW Group France. Et puis nous sommes également avec Guillaume Sicard, directeur de Renault France. Bonjour Guillaume. Bonjour Laurence. Alors si évidemment mon choix a été de vous inviter tous les 2, c'est qu'il semble que vos 2 maisons s'en sortent beaucoup mieux que les autres. Vincent Salimon, en toute transparence, vos livraisons ont légèrement reculé. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu les chiffres parce que vous êtes quand même sur des années très positives? Des années records, on peut dire, Laurence, effectivement. Pour l'instant, on fait comme le marché, en fait. On est à -7, -8, mais sur la base d'une année historiquement haute l'année dernière, puisqu'on BMW avait livré 67 000 voitures, ce qu'on n'avait jamais fait par le passé, et surtout, aucun constructeur premium n'avait atteint un tel niveau de part de marché, puisqu'on était à plus de 4%, ou après, autour de 4%. Quand vous dites BMW, c'est Mini compris? Non, ça c'est que BMW. Pour Mini, on est à plus 33% cette année, donc on est largement au-dessus du marché. Et on est à plus 33% parce que c'est vrai que la base de l'année dernière était plus compliquée, parce qu'on a renouvelé toute la gamme. Donc la gamme n'était pas disponible l'année dernière. Les derniers modèles ont été lancés en fin d'année. Et donc maintenant que la gamme est totalement disponible, automatiquement, la performance est là. Mais je crois que quand on parle du marché français, il faut avoir une référence, c'est 2019. En 2019, le marché était à 2,2 millions. Exactement, avant la pandémie, avant le Covid. C'est vrai que le marché était un petit peu élevé, il était à 2 200 000 voitures. On voit que le marché a baissé de 28% depuis 2019. Et quand on regarde la performance BMW et Mini, nous sommes à plus 3% sur la même période. Donc pourquoi? Pour une raison très simple, parce qu'on écoute le consommateur. Il suffit d'écouter l'automobiliste. Guillaume Sicard, du côté de Renault France, est-ce qu'on est sur une tendance équivalente pour Renault? On est sur une tendance qui est croissante par rapport à l'année dernière, puisque si on parle en termes de pénétration véhicule utilitaire et véhicule particulier, on est à peu près 20% de part de marché depuis le début de l'année. Mais si on se concentre plus sur le véhicule particulier, nous sommes à 18% de part de marché, donc leader sur le marché français, avec une augmentation de pratiquement 2 points par rapport à l'année dernière. Donc on pourra revenir sur les raisons de cette augmentation, mais cette augmentation est très saine puisqu'elle est basée sur le marché des véhicules particuliers, de ce qu'on appelle du retail, et puis elle est aussi basée sur une croissance des flottes, elle est aussi basée sur une forte croissance de l'électrification. Vous avez dit quelque chose, Vincent Salimon, vous avez dit on écoute le consommateur. Il y a aussi une question de gamme, de proximité avec le consommateur. Comment vous avez plus écouté le consommateur, vous, que les autres, du coup? Tout simplement parce qu'on a une offre qui correspond aux besoins des consommateurs. En fait, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une politique automobile qui pousse à marche forcée à aller sur le 100% électrique et le consommateur n'est pas prêt. En tout cas, tous les consommateurs ne sont pas prêts à aller sur le 100% électrique. Et c'est pour ça qu'on a atteint un plafond de verre à 17% et que nous sommes quasiment le seul marché mondial ou européen a baissé en termes de vente de véhicules électriques, puisqu'on est à moins 4% cette année, après un moins 3% l'année dernière, comme ça, quand même, il ne faut pas l'oublier, et même un moins 20% si on exclut le leasing social l'année dernière. Donc, il faut en tenir compte. Et nous, la différence, développez. Nous, la différence, c'est que pour tous les clients qui veulent aller sur le 100% électrique, nous avons une gamme qui répond à leurs besoins. 90% de nos segments sont couverts par un véhicule 100% électrique. Et on va même plus loin, puisque un client
qui veut acheter un véhicule chez nous et qui se pose la question par rapport à un véhicule électrique, en fait, il ne doit pas choisir un modèle particulier. Il va d'abord choisir le modèle qu'il souhaite et ensuite, il va choisir sa motorisation puisqu'on le propose en thermique, en hybride rechargeable ou en électrique. Et c'est une grosse différence parce qu'effectivement, aller à marche forcée sur une motorisation pour laquelle les clients ne sont pas obligatoirement prêts, automatiquement, ça peut poser un problème. Et ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'année dernière, nous étions à 25% de mix de 100% électrique chez BMW. Donc, le choix n'empêche pas de vendre de l'électrique. On était même à 32% de 100% électrique pour Mini à fin 2024. Et cette année, on maintient les 25% pour BMW et on est même à 37% pour Mini. Alors évidemment, on peut vous suivre, Vincent Salimon, mais Guillaume Sicard, vous êtes presque chez Renault, en train de, non pas de prouver le contraire, mais vous avez une politique un peu différente et votre succès est sur le développement de la gamme électrique un peu vintage, la Renault 5, la Renault 4, et vous, c'est surtout sur l'électrique ou l'hybridation que vous avez des chiffres qui... Je pense que sur le fond, je suis assez d'accord avec ce que dit Vincent. Il faut écouter le client et proposer des alternatives au client parce que le tout électrique, le client, clairement, n'est pas prêt, même si les pouvoirs publics nous y poussent fortement. Et donc, il faut proposer des alternatives et des mesures de progression. En ce qui concerne Renault, je pense que les clés de la performance que nous avons aujourd'hui, elle est basée d'abord sur une offre produit. Une offre produit qui donne envie, qui plaît aux clients. Alors, on a joué sur la carte, comme vous disiez, Laurence, du vintage avec la Renault 5. On joue aussi, en quelque sorte, sur une autre carte vintage qui est celle du Scénic, par exemple. Mais, et ça, c'est pour les versions purement électriques. Mais on joue aussi sur une autre jambe de l'électrification qui est l'hybride. Et l'hybride est un segment de marché, une motorisation qui permet aux constructeurs de baisser les émissions de CO2, donc de se rapprocher de l'électrification, mais c'est un pas intermédiaire. Et ce marché est en très forte croissance, puisqu'il représente à peu près 25% des ventes depuis le début de l'année. C'est un segment de marché qui a augmenté de 25% au total par rapport à l'année dernière. Donc, il y a une vraie demande sur l'hybride. Et sur ce segment de marché, grâce à nos motorisations e-tech hybrides, nous comptons pour 40% de ce marché. Est-ce qu'on peut avoir les chiffres, Guillaume Sicard, du lancement de la Renault 5 et de la Renault 4 dernièrement pour chez Renault en tout électrique? La Renault 5 fait à peu près 2000-2500 ventes par mois. C'est le véhicule depuis son lancement leader sur le marché de l'électrique. C'est une gamme qui a tendance à se développer, qui se développe sur les derniers mois, puisque nous avons introduit une version à 25 000 € avec la Renault 5.5. C'est aussi un véhicule qui va s'étendre encore plus et qui va avoir tendance à se démocratiser avec le leasing social. Et puis, elle a son acolyte plutôt version SUV, qui reprend les codes de la Renault 4, qui a été lancée juste avant l'été et qui est encore en phase de lancement actuellement, dont on verra le début de la maturité au mois de septembre. Vincent Salimon, vous êtes le CEO BMW Groupe France, donc ça correspond aussi à Mini. Comment vous voyez l'avenir? Quelle innovation? Et comment est-ce que vous sentez le marché français avec les lunettes BMW et Mini? Il y a 3 gros problèmes en fait, sur le marché français. C'est qu'on a besoin de visibilité, on a besoin de stabilité et on a besoin d'incitation. Et en fait, on est complètement à l'inverse. Il y a eu 20 changements de réglementation en 5 ans. 20 changements de réglementation en 5 ans. Quelle industrie peut supporter de tels changements? En l'occurrence, il y a des marques qui s'en sortent bien, Renault, BMW Group, et on va continuer à travailler. Mais je crois qu'il est important de pouvoir échanger avec les pouvoirs publics. Il est important, alors je suis partenaire du Move Lab, il est important de pouvoir échanger avec de Mobiliance, il est important de pouvoir échanger avec les startups, il est important de pouvoir échanger avec les énergéticiens, avec les chercheurs, avec bien évidemment tous les pouvoirs publics et les décideurs. C'est pour ça que BMW et je fais partie du conseil d'administration de l'Alliance pour la décarbonation de la route, parce qu'ensemble, il faut qu'on puisse trouver des solutions, mais des solutions court terme, il faut qu'on en mette en place, c'est clair. Et pour moi, en tout cas, on a lancé 2-3 pistes. La première chose, ce serait un moratoire. On ne va pas revenir sur les taxes qui existent. En revanche, il faudrait arrêter d'augmenter les taxes. Il faudrait les laisser telles qu'elles sont aujourd'hui. Parce qu'il faut quand même savoir que nous sommes un des rares pays où
le parc ne se renouvelle pas, donc il y a une augmentation des émissions de CO2, alors qu'au contraire, on veut augmenter le nombre de véhicules électriques pour décarboner le parc. Avec un parc qui est à peu près à 12 ans de moyenne d'âge aujourd'hui. Exactement, et qui prend 6 mois chaque année. Un parc qui vieillit d'1 an, c'est 15 millions de tonnes de CO2 qui augmentent parce qu'une voiture d'aujourd'hui émet 25% de CO2 en moins qu'une voiture d'il y a 10 ans. Donc certes, il faut développer le circulaire aussi pour faire en sorte qu'il y ait une réutilisation de la matière, mais il faut faire en sorte d'utiliser la technologie moderne en fait pour renouveler le parc. Donc très rapidement, il faut un moratoire sur les taxes, c'est clair. Il faudrait, parce qu'il y a les fiches CE ou le bonus électrique, on l'appelle comme on veut, donc c'est une très bonne chose, mais qui a oublié une chose, c'est que dans l'automobile, on ne sépare jamais le véhicule neuf du véhicule d'occasion. Parce qu'on est sur un cycle de vie d'un véhicule et on est sur un cycle d'utilisateur de véhicule. Donc les fiches CE ou le bonus électrique devraient être éligibles aussi pour les véhicules d'occasion. On a pris une décision au mois de février qui était de taxer différemment les véhicules électriques en termes d'avantages en nature. Il faut savoir que le marché du véhicule neuf, c'est quand même un marché d'entreprise. 50%, oui, ce sont les entreprises, exactement. Et un véhicule non éco-scoré, aujourd'hui, a très peu d'avantages par rapport à un véhicule thermique. Or, si on veut dépasser ce seuil des 17% ou 18% et aller aux 25%, aller au chiffre de Renault ou de BMW, voire au-delà, aller à un tiers, il faut que le Français puisse acheter un véhicule électrique en tant que premier véhicule du foyer. Et pour que ce soit un seul véhicule du foyer ou le premier véhicule du foyer, il faut une batterie un petit peu plus lourde. Donc, c'est un véhicule non éco-scoré. Donc, peut-être pas proposer le même abattement pour un avantage en nature d'un véhicule non éco-scoré, mais quand même inciter à acheter une voiture électrique. Donc, il y a plein de mesures qui sont possibles. Il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on se mette autour d'une table. Et quand vous dites, Vincent, qu'on ne peut pas revenir en arrière, je vais voir aussi avec Guillaume Sicard, mais par exemple, toutes les taxes carbone, taxes au poids sont quand même contre la vente des voitures en France. Enfin, en tout cas, on sait qu'elles ont eu un impact négatif, très négatif sur la vente de véhicules neufs, Guillaume Sicard. En fait, le principal problème qu'on a, c'est qu'on a un problème de complexité et un problème d'instabilité. Et donc, il est extrêmement difficile pour les constructeurs automobiles, qui sont aussi les investisseurs, d'avoir une vision stable long terme, puisque les investissements se comptent par milliards et les rentabilités se comptent sur 5 ou 7 ans. Donc, il nous faut absolument de la stabilité au niveau local et au niveau européen, tout du moins. Et en plus, au-delà de ça, il y a une modification des taxes locales extrêmement rapide, incertaine et extrêmement complexe. Donc, on a une espèce de millefeuille fiscal. À chaque fois qu'il y a une nouvelle règle qui tombe au dernier moment, on est obligé d'avoir un comité de lecture assez puissant pour pouvoir le mettre en place, le comprendre, etc. Moi, j'étais très étonné. J'ai passé 20 ans à l'étranger. En venant en France, je me suis rendu compte qu'on avait besoin de fiscalistes dans une direction commerciale et la direction du marketing. Ce qui était quand même assez surprenant pour un constructeur automobile. C'est pas ce que j'avais connu dans d'autres pays et c'est pas ce que j'avais connu en France auparavant. Donc, c'était vraiment une nouveauté, et tout ça, c'est pour correctement avoir nos actions de discussion auprès du gouvernement, mais aussi pour pouvoir appliquer correctement, réagir le plus rapidement possible aux mesures. En revanche, ça c'est le côté négatif. Le côté positif, c'est que je pense qu'il y a eu certaines mesures, notamment sur les flottes et sur les entreprises, qui certes sont complexes, mais on voit bien qu'elles commencent à avoir un effet sur la demande d'électrification au niveau des entreprises, que ce soit l'avantage en nature ou d'autres systèmes, puisque cette demande est en train d'augmenter au cours des derniers mois de manière significative et devrait, je l'espère, dans la deuxième partie de l'année, ramener quelques points de mix électrique à l'ensemble du marché, en tout cas pour les constructeurs qui seront correctement appliquer ces nouvelles mesures fiscales sur le marché des entreprises. Quel type de coopération vous pouvez mettre tous ensemble pour que le marché de la vente de véhicules neufs puisse repartir ? Je sens, Vincent, que vous avez une mine un peu... Non, il faut simplement qu'on puisse s'écouter, il faut qu'on puisse discuter ensemble. Coopération entre constructeurs, je vais revenir dessus, mais il faut qu'on puisse mettre en place des mesures, et il faut savoir que les mesures qu'on propose, et ce sont des mesures proposées par Renault, mais par aussi des syndicats, la SIAM, Mobiliance, etc. Ce sont des mesures qui ne coûtent pas d'argent, puisqu'on sait qu'on a un problème de budget quand même, on est en train de chercher 44 milliards, donc c'est pas pour investir davantage. Ce qui manque aujourd'hui, sur la base d'un marché à 2 millions, c'est 400 000 voitures. 400 000 voitures par an, c'est à peu près 2,5 milliards de TVA qui s'évaporent. Les mesures que nous proposons ne sont pas des mesures qui coûtent, ce sont des mesures qui peuvent rapporter. Alors, maintenant, la coopération. Encore une fois, c'est le choix. Et le choix passe par
une ouverture en termes de technologie, mais qui passe par une ouverture en termes de technologie qui soit aussi une technologie zéro émission. Donc, je ne vais pas répondre pour Renault. Vous êtes vraiment zéro émission, Vincent. Alors, vous pensez zéro que émission de à terme okay. Non, à terme, oui, effectivement. Et pas que, parce qu'il faut aussi décarboner le parc. Et le parc, c'est 40 millions de voitures. Et ce n'est pas avec 300 000 voitures électriques par an qu'on va réussir à décarboner très rapidement. Mais il faut une multitechnologie et il faut aller aussi sur l'électrique. Pour BMW, par exemple, on travaille avec Toyota sur une technologie supplémentaire qui est l'hydrogène, parce qu'on a des clients qui roulent, parce qu'on a des clients qui ne peuvent pas passer 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure à recharger et qui veulent faire le plein rapidement, mais en roulant en zéro émission. Donc là, Vincent, vous êtes en train de nous annoncer que BMW et Toyota travaillent sur une future voiture disponible pour le particulier, que ce soit en flotte d'entreprise ou moins, à l'hydrogène. Exactement. Je vous annonce qu'en 2028, on va commercialiser un véhicule hydrogène qui puisse répondre à l'utilisation de certains clients, en tout cas certains clients BMW, qui roulent beaucoup, qui n'ont pas la capacité de recharger en permanence. Ce ne sera pas pour tout le marché, on est en train de parler d'un segment, d'un petit segment du marché, mais c'est cette ouverture technologique qui permettra de décarboner le parc comme on cherche à le faire aujourd'hui. Guillaume Sicard, pour Renault. Notre objectif, c'est vraiment de continuer à travailler sur la démocratisation de la mobilité individuelle. D'un côté, sur la mobilité électrique, il y a d'énormes chantiers chez Renault pour pouvoir baisser le coût de production des véhicules et pour pouvoir lancer des véhicules électriques abordables. C'est le cas notamment de la Twingo, dont vous avez entendu parler, qui va être lancée l'année prochaine, qui est un véhicule dont l'objectif de prix de lancement est sous la barre des 20 000 euros. C'est un véhicule que nous développons à une vitesse extrêmement rapide, 22 mois, que nous développons avec en partie l'écosystème chinois que nous connaissons bien, même si nous ne sommes pas présents en Chine, mais nous travaillons avec des cabinets d'ingénierie et de la technologie chinoise, notamment pour pouvoir aller extrêmement rapidement et proposer des véhicules européens, des véhicules français au meilleur coût. Donc ça, c'est ce qu'on fait sur le véhicule électrique. Et d'autre part, pour baisser les émissions de CO2, nous continuons à travailler sur la motorisation hybride pour descendre au fur et à mesure les paliers de 10 grammes de CO2. On va descendre à 90. Et donc, c'est aussi un moyen de décarboner et d'avoir une mobilité individuelle la plus propre possible. Vos deux approches, que ce soit vous, Guillaume Sicard, avec Renault France, et puis vous, Vincent Salimon, pour BMW et Mini, ces deux approches premium et accessibles sont complémentaires. Exactement, en fait, on est un pays d'automobile, on est un pays où, je vous le disais tout à l'heure, Laurence, j'ai travaillé en Norvège, j'ai été pendant 4 ans patron de la Norvège, qui est un marché très électrifié, qui est à 95%, mais comment ils ont réussi, en dehors de certains avantages fiscaux, effectivement, qui pouvaient exister sur les véhicules électriques, la première chose, c'est qu'ils ont écouter le client, et je vais donner un exemple qui ne coûte rien, c'est les voies de covoiturage, les voies de bus, les voies de taxi. Ça ne coûte absolument rien à personne de les ouvrir aux véhicules électriques et ça va intéresser beaucoup de clients. Maintenant, il y a des discussions qui peuvent se faire entre les régions, les communes, etc. et les villes. Nous sommes dans un pays automobile. On oublie les territoires. C'est vrai, quand on est dans Paris, il y a beaucoup de solutions en termes de transport en commun, de vélos, de trottinettes pour se développer. Mais 60% de mes ventes chez BMW sont faites en dehors des grandes villes. Et dans des territoires où il n'y a pas de transport en commun, dans des territoires ou dans des secteurs où il n'y a pas de solution alternative à la mobilité individuelle. Et pourtant, on n'a pas le choix. Il faut baisser les émissions de CO2, il faut protéger la planète, donc il faut développer le circulaire et c'est ce qu'on va faire avec notamment la BMW iX3 qui est une voiture 100% électrique, enfin ça va être 6 modèles en 24 mois, mais en tout cas le premier véhicule, donc c'est 800 km d'autonomie WLTP, 350 km rechargés en 10 minutes et un tiers de matière secondaire. Et pour conclure chez Renault, Guillaume Sicard ? Développer l'électrification et une offre attractive, une offre qui fait plaisir, une offre efficace en termes de CO2. C'est continuer à écouter nos clients, continuer à collaborer, avoir un réseau proche qui comprend la stratégie, qui est proche de nos clients, qui sait y répondre rapidement pour pouvoir et les conquérir et les fidéliser. Donc ça, c'est notre stratégie. Merci beaucoup Vincent Salimon, CEO de BMW Group France. Merci à vous Guillaume Sicard, directeur général Renault France. On aura le plaisir. Merci beaucoup, merci Laurence. De vous retrouver sur le Salon Automobile de Lyon. On se voit très bientôt. Avec plaisir aussi. Avec la BMW X3. Ah, on pourra l'essayer alors, top. Merci à vous. Flux libre avec Honda. Nos invités viennent de le dire, ils seront présents sur le Salon Automobile de Lyon qui se tient du 24 au 28 septembre 2025. L'occasion pour tous d'essayer les voitures présentées. Plus de 400 voitures seront à l'essai pendant le salon. Et il en est un qui ne va pas s'en priver. Rejoignons tout de suite Alexandre Lenoir qui a testé pour nous
La première navette autonome, signée Volkswagen. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, au banc d'essai. Est-ce que vous vous souvenez du fameux combi Volkswagen, ce van culte des années 60 ? Eh bien, il revient en version futuriste et surtout autonome. Son nom, ID Buzz ID, ID pour Autonomous Driving. Je vous emmène à bord de ce minibus électrique sans chauffeur que VW teste depuis cet été à Hambourg, en Allemagne. Derrière ce projet, on trouve Moya, la filiale de VW, qui veut proposer aux collectivités ces navettes autonomes comme une vraie alternative au bus ou au métro, surtout dans les zones mal desservies. L'idée est simple, commander sa navette via une appli, comme un Uber, mais partagée avec d'autres passagers. La différence, c'est qu'ici, pas de conducteur, c'est l'intelligence artificielle qui pilote. Alors, comment ça marche ? L'ID Buzz AD embarque une impressionnante panoplie de capteurs, caméras, radars, lidar, jusqu'à 27 au total. Résultat, le véhicule voit à 300 mètres, il entend aussi une sirène ou un klaxon et adapte sa conduite en temps réel. Mais rassurez-vous, la sécurité est au cœur du dispositif, commande d'urgence dans l'habitacle, connexion permanente à un centre de supervision et même la possibilité pour un opérateur de reprendre le volant en cas de problème. Pour les passagers, l'expérience ressemble à ce que devrait être un trajet en VTC classique. Confort, conduite souple, respect du code de la route. À Hambourg, les premiers testeurs peuvent monter gratuitement à bord depuis le 1er juillet. Mais pourrait-on par exemple demander à la voiture d'adopter une conduite plus sportive ? Théoriquement, oui. Renéos est notre accompagnateur et responsable des homologations pour les services de mobilité chez Moya. Si nous voulons le faire, nous pouvons paramétrer le comportement de la voiture pour qu'elle soit un peu plus sportive ou un peu plus défensive. Il y a donc des paramètres que nous pouvons modifier. De plus, la voiture sait comment les gens conduisent habituellement en ville, car nous disposons de cartes haute définition qui contiennent des informations sur la vitesse, les voies, etc. La voiture peut ainsi imiter le comportement humain dans la zone. Techniquement, on parle d'un véhicule de niveau 4, ça veut dire qu'il se débrouille dans des situations complexes, mais qu'un superviseur reste présent à bord. L'objectif, c'est un lancement commercial fin 2026, d'abord à Hambourg bien sûr, puis dans d'autres grandes villes. Alors la question est posée, seriez-vous prêt, vous, à monter dans un minibus sans chauffeur ? Une chose est sûre, Hambourg s'apprête à devenir la vitrine européenne du transport autonome. Flux libre avec Honda. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, sans filtre. Richard de Cabrol, bonjour. Bonjour. Vous êtes au cœur de l'écosystème automobile depuis des années maintenant, dans l'écosystème automobile innovant. Parlez-moi de ces grands prix ACF Autotech que vous avez créés en 2018. D'où est venue l'idée et pourquoi ? En 2018, effectivement, a eu lieu la première édition. On avait commencé à travailler dessus un an plus tôt. C'est avec Thierry Peugeot, avec qui on dirige le club automobile de l'ESSEC Alumni. On avait voulu créer un événement orienté start-up parce que nous sommes en collaboration avec les clubs auto-alumni de toutes les grandes écoles de Paris, que ce soit de commerce ou d'ingénieurs. Et donc, on pouvait sourcer des nouveaux projets, de nouvelles personnes qui innovent dans ces réseaux pour les mettre sur scène. On se disait, c'est notre valeur ajoutée. Ensuite, effectivement, est venue naturellement l'idée de le faire avec l'Automne Club de France. Et c'est comme ça que c'est devenu le Grand Prix ACF, puisque c'est effectivement l'Automne Club de France qui a totalement financé la première année. On a fait ça avec 3 bouts de ficelle pour lancer ce Grand Prix. Et dès lors qu'il y avait déjà 74 candidatures dès la première année, la chose était lancée, les partenaires nous ont rejoints dès la seconde. Et donc tout est parti de là. On a une moyenne de combien de dossiers par an qui arrivent ? Entre 75 et 95. Depuis donc la création, vous en avez vu passer des dossiers. Est-ce qu'il y en a une qui vous reste en mémoire plus qu'une autre ? Il y en a beaucoup qui nous ont impressionnés pour des raisons très différentes. Mob Energy, quand on l'a mis la première fois en finale, c'était juste une planche à roulettes qui passait sous les véhicules pour les recharger. Aujourd'hui, ils ont construit une usine à Lyon, ils sont en train de scaler à fond. On les a mis en finale alors qu'ils avaient 4 ou 5 mois d'existence. Ils n'avaient même pas encore fait leur seed. Eux, ils ont été impressionnants par rapport au fait qu'on leur a fait confiance très tôt et finalement, ils ont un peu dépassé toutes nos attentes en termes de développement. Ensuite, il y en a d'autres qui sont impressionnantes parce qu'ils plantent des plantes transgéniques dans le sol de mine de nickel pour absorber le nickel des sols pour ne plus avoir à piocher dans la mine. C'était le gagnant de l'année dernière, Génomine. Et leur principe ? Alors, leur principe, c'est de faire pousser des plantes qui ont été génétiquement modifiées de manière à absorber le nickel du sol. Et ensuite, ils
Ils récoltent la plante et ils la transforment en nickel. Et ça permet d'aller chercher même du nickel là où il n'y a pas encore de mine, ou d'exploiter de manière écologique des mines qui autrefois étaient exploitées de manière non écologique. Et du nickel, et ça c'est intéressant, on en a partout, même dans vos poêles et dans vos casseroles. Donc c'est quelque chose qui est utile pour tout. Selon vous, à quoi pourrait ressembler la voiture de demain ? Je dirais que vu les avancées aujourd'hui de la Chine et des USA en termes de véhicules autonomes, parce qu'aujourd'hui on peut prendre un taxi autonome comme on veut sur la côte ouest des États-Unis, hein, c'est pas de la science-fiction, même si c'est pas encore chez nous. Je pense qu'effectivement en 2035, ce sera beaucoup plus généralisé. Et là on prétend que l'Europe ne peut pas accueillir de véhicules autonomes parce que les routes sont trop sinueuses, parce qu'il y a des gens qui font des signes curieux sur la place de l'Étoile pour passer. Eh bien, il y a des routes qui sont tout à fait praticables, qui sont tout à fait modernes en Europe et qui peuvent les accueillir. Après tout, quand on était au début du siècle dernier et qu'on a lancé l'automobile, on ne s'est pas posé la question de savoir s'il y avait des routes bitumées. On les a faites. Donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire à nouveau. Quand on parle d'innovation dans l'automobile, Richard de Cabrol, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, selon vous, le développement plus de l'innovation ? C'est la technologie, ce sont les financements, c'est la réglementation. Est-ce qu'il y a des choses qui bloquent d'ailleurs ou pas du tout ? Une fois, j'avais vu de la part d'un ancien numéro 2 de Renault un tableau qui présentait tous les changements réglementaires qu'ils allaient avoir dans les années à venir. C'est certain que devoir s'adapter en permanence à un règlement qui change en permanence, c'est coûteux. Donc ça augmente le prix de l'objet, ça nous envoie dans des choses qui ne sont pas nécessairement innovantes parce qu'elles ont été imaginées par des gens qui font des réglementations. Donc ce n'est pas des gens qui innovent, des gens qui font des réglementations, c'est des gens qui veulent dire « t'as ton innovation à une limite et c'est celle-là ». Ou sinon, on va améliorer la sécurité et je ne dis pas que c'est inutile. Hein. Un enfant qui est mort dans une voiture aujourd'hui, en 2026, il y a la détection à l'intérieur des véhicules pour savoir s'il y a un bébé ou un enfant qui est resté à l'intérieur. Donc là, c'est clairement une obligation réglementaire utile. Donc je ne dis pas que tout est inutile, mais c'est vrai que le calendrier est tellement jalonné de contraintes réglementaires en permanence que les forces de R&D, elles vont s'adapter en permanence à ça. Et donc c'est peut-être de l'énergie qui pourrait être dépensée à innover. Ensuite, il y a le côté des financements. Aujourd'hui, on dit que l'automobile est dans une situation un peu précaire avec des ventes qui sont en baisse, mais par contre, il y a des dépenses R&D qui sont en hausse. En 2022, les dépenses R&D étaient à environ de 75 milliards dans le secteur automobile en Europe. En 2024, c'est passé à 85 milliards de dépenses en recherche et développement. Donc les acteurs privés ne lésinent pas sur les investissements financiers, mais c'est certainement pas assez. On est quand même confronté, et donc ça, on l'a cité, la Chine et les USA. Alors aux USA qui innovaient autrefois et même encore aujourd'hui dans le produit, mais on voit aujourd'hui que Tesla en fait est aussi soumis à la concurrence chinoise tout autant que les constructeurs européens. Mais les Chinois ont cet avantage et ça c'est un mystère pour moi, je ne comprends pas pourquoi ils soutiennent autant ce secteur. Les autres secteurs ne sont pas autant soutenus que l'automobile en Chine, mais on sent qu'ils sont prêts à tout. Je ne fais pas non plus dire, on est dans Sans filtre, hein, c'est ça, je ne fais pas non plus dire qu'on est en face d'une armée zombie qui n'arrive pas d'arriver, dès qu'il y en a un qui meurt, il y en a un derrière. Mais il y a 150 constructeurs automobiles en Chine et il en meurt tous les jours. Mais on sait très bien à la fin qu'il y en aura un qui subsistera, celui-ci sera très fort. Quels seraient les leviers pour améliorer en fait notre situation? Il faut faire déjà le constat que là où le yuan est quand même assez bas comme monnaie et facilite les exportations, c'est aussi un vecteur. On parle peu de la monnaie. Hein. J'entends on va trouver des financements, on va emprunter sur les marchés, il faut qu'on soit plus compétitif, mais l'euro, on l'oublie l'euro? C'est un outil comme un autre. Je veux dire, les Chinois utilisent le yuan, les USA utilisent le dollar. Je ne sais pas si vous avez fait des achats récemment en dollars, mais ça devient de moins en moins cher en euros d'acheter des choses en dollars. Aujourd'hui, on voit bien, ces monnaies sont plus faibles par rapport à l'euro. L'euro devient aussi un problème pour exporter, devient aussi une ressource de revenus. Parce que finalement, là, on peut mettre des barrières à l'entrée. Si au final, les véhicules chinois se vendent plus cher en Europe par rapport au prix auquel ils se vendent en Chine, eh bien, en fait, elles y gagnent aussi. Elles arrivent à compenser les barrières à l'entrée qu'on pourrait mettre à ce niveau-là. Donc, en fait, sur l'euro, et c'est là où je trouve que finalement, on oublie cet outil, on devrait se dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte que l'euro nous permette d'avoir une industrie
au global, pas que automobile, plus compétitive. Vous pensez que le français et l'européen en général et le français en particulier rêvent toujours d'automobile? Est-ce que la voiture fait toujours rêver? Bon, moi, la réponse, j'ai envie de dire oui. Ah bah oui. Et l'association aussi de l'automobile avec d'autres objets. Il y a aussi le véhicule autonome qui fait toujours rêver. Quelqu'un va en Californie et s'assoit dans un véhicule autonome, il trouve ça juste incroyable. Les innovations en automobile font toujours rêver. Merci beaucoup Richard de Cabrol. Merci beaucoup Laurence. Flux libre avec Honda. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, l'escapade. Notre escapade nous emmène du côté de Blois avec un chef ancré dans le Val-de-Loire à la tête du complexe hôtelier Fleur de Loire, à Blois donc. Christophe Hay est notre invité dans l'escapade. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va explorer deux de vos passions, la haute gastronomie et la liberté de la route. 2 étoiles Michelin, un engagement local plutôt fort et une voiture pour s'évader. Vous avez ouvert votre restaurant à Fleur de Loire en 2022 sur la ville de Blois, mais vous étiez avant autre part. Je suis un enfant de la région puisque je suis né à Vendôme, j'ai fait mon lycée hôtelier à Blois, mais comme beaucoup de chefs, je me suis un peu promené. J'ai travaillé pour Paul Bocuse à Lyon, je suis parti aux États-Unis, j'ai travaillé un peu à Paris et puis je suis revenu dans la région en 2014 dans un petit village qui s'appelle Montlivaud, donc collé à Chambord. J'ai eu ma première étoile en 2015, la deuxième en 2019 et puis quand j'ai eu ma deuxième étoile, on m'a proposé cette jolie bâtisse en plein centre de Blois, ancien hôpital de Blois, donc on est sur la rive sud avec cette jolie vue sur la ville, juste en face du château, la Loire qui passe juste au pied de Fleur de Loire, donc on est plutôt pas mal. Ouais. Cette maison d'ailleurs, vous avez choisi d'y inscrire votre projet. Je suis paysan, issu d'une famille agricole du côté de ma maman depuis 5 générations. Je suis moi-même agriculteur, j'ai aussi un cheptel de bœuf wagyu. Ça évoque aussi le respect et le bien-être, le respect des convives qui viennent dans ma maison avec ce côté paisible, bienveillance, accueil, qui sont des mots importants aujourd'hui et qu'on se doit de continuer à perdurer dans des maisons comme les nôtres. Et puis la bienveillance aussi des équipes, puisque du coup, voilà, je suis aussi quelqu'un qui essaie de prendre un maximum le soin des gens qui m'entourent, qui ont envie de me faire grandir, qui ont envie de nous faire grandir, tous ensemble, et on forme une seule et même équipe. Et en tous les cas, voilà, ce que je voulais, c'était vraiment un havre de paix, qu'on pose la voiture là, qu'on profite. C'est vraiment un passage qui est très agréable. Christophe, vous avez votre propre potager également. Quand j'ai repris cette bâtisse dans Blois, la ville avait gardé quelques terres en plein centre de la ville. Du coup, on a récupéré 1,5 hectare. Ça nous permet aujourd'hui d'être complètement autonome sur la partie végétale. 4 personnes à plein temps pour pouvoir entretenir ce jardin. Puis c'est aussi source d'inspiration et pour les équipes et pour les convives. Donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai ramené plein de petites choses de mes voyages. J'ai pas mal de poivre, Timut, Séchouan, la baie de Sancho, du poivre de Chiloé. Mais j'ai surtout aussi ramené des herbes intéressantes du Mexique comme l'herba santa, l'épazote, de la citronnelle que j'ai ramenée de Thaïlande et aussi beaucoup d'agrumes. J'ai aussi une truffière entre Cheverny et Chambord. On a un écosystème autour de nous qui est quand même plutôt agréable. Puis si les rois s'étaient implantés dans cette région, c'est aussi parce qu'il y avait des raisons. Christophe Hay, vous qui êtes ce chef étoilé situé à Blois avec votre restaurant Christophe Hay, si en faisant ma route aujourd'hui, je décide de faire une pause chez vous, on est au mois de septembre, pour déjeuner avant de reprendre la route, ou même pour dîner, pour prendre une pause aussi à l'hôtel, qu'est-ce que je vais déguster sur votre table? Ce qui est intéressant pour moi, c'est surtout de jouer et la carte du végétal et les poissons d'eau douce. Donc en ce moment, nous, on continue encore à mettre en avant, surtout au mois de septembre. On est en fin de saison des tomates, mais on est surtout dans la période où elles sont les meilleures. Parce qu'en fait, elles vont s'être gorgées de lumière et de soleil. Et là, elles vont être super fruitées. On adore la travailler avec le shiso, qui est cette petite herbe japonaise. On aime beaucoup le shiso parce que ça apporte sa fraîcheur et venir travailler aussi avec une autre tomate qu'on va infuser avec les tiges du shiso là, et qu'on va venir servir avec. Donc là, on a des parfums là, qui vont être magnifiques. Fin de saison aussi des fleurs de courgettes. Cette année, j'ai fait une petite recette sympa. En fait, on fait une fleur de courgette farcie à plat. Au lieu d'avoir une belle boule, on a quelque chose qui est bien plat, bien joli, et on voit bien les nervures de cette fleur. Et bien entendu, tous nos poissons d'eau douce, et notamment les
Les poissons migrateurs aussi, qu'on parle très peu, mais on a des poissons qui remontent de pleine mer en Loire, hein, et notamment le mulet, hein, qui fait partie de ce poisson qui fait la poutargue, qu'on connaît très bien, hein, qu'on peut râper justement ses œufs sur des pâtes ou des choses comme ça. Et ben, ce mulet là, il remonte en Loire et on va l'avoir jusqu'à fin octobre. Et donc du coup, ça nous permet aussi d'aller chercher de l'iode sur ce poisson qui est pêché en eau douce. Donc c'est très très agréable aussi pour nous. Ouais. C'est Sylvain, un pêcheur de Loire, qui travaille avec vous et qui respecte énormément le cycle de vie des poissons. Biodiversité, on pêche vraiment les poissons qu'on a en abondance. On aime aussi beaucoup le silure parce que on en a beaucoup aujourd'hui en Loire et la Loire, c'est le seul fleuve à avoir été classé à l'UNESCO, hein. Donc les poissons vivent sur le sable et les galets, donc on n'a pas ce goût terreux ou vaseux qu'on peut avoir sur les poissons d'étang ou de rivières classiques. Et là, on a vraiment des eaux qui sont pures et comme on pourrait dire, vu que c'est des poissons d'eau douce, ils sont très très doux en fait, hein. Il y a pas de puissance, on n'est pas comme des rougets où ça va être très fort ou des choses comme ça. Là, on a vraiment beaucoup de douceur en fait. Ouais. Christophe Hay, je vous connais aussi passionné de voitures, c'est aussi pour cela qu'on peut s'arrêter manger chez vous, le restaurant gastronomique Christophe Hay, ou même Amour Blanc, ici à Blois, en tout cas là où vous êtes situé. Votre passion des voitures est depuis tout le temps ? Elle remonte depuis très longtemps. Il ne faut pas oublier qu'on a Le Mans qui n'est pas très très loin de chez nous, donc obligatoirement ça faisait partie d'une petite sortie en famille. Les 24 heures du Mans, c'est quelque chose d'emblématique pour moi. Amoureux de la marque Alpine. C'est une réédition qui est superbe et qui, moi, me fait rêver. Et puis, ambassadeur Maserati, en fait. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez chez Maserati ? La finition, l'élégance, l'art à l'italienne, mais l'intérieur d'une Maserati est quand même assez exceptionnel. Le confort qu'on va pouvoir avoir avec ces voitures, les motorisations, hein, puisque tout ça, ça a évolué, mais on a des moteurs qui sont 100% électriques également sur Maserati. Et Maserati a également travaillé sur le son dans l'habitacle, hein, qui n'est pas un son surfait, qui est vraiment un son Maserati, qui est assez exceptionnel. C'est des véhicules qui aujourd'hui correspondent vraiment à ma philosophie et à l'élégance qu'on peut retrouver ici à Fleur de Loire. Christophe Hay, vous êtes sur la route avec votre Maserati, avec vos amis ou votre famille dans la voiture. Quel est l'endroit où vous vous arrêterez ? Alors moi, j'ai mon petit village de prédilection et l'endroit où j'aime bien me poser pour ressourcer les batteries. C'est un endroit qui s'appelle Saint-Dié-sur-Loire. C'est historiquement en fait l'endroit où les pierres qui ont servi à construire le château de Chambord ont été débarquées. Vous pouvez prendre une serviette, vous poser justement sur le gazon et contempler la Loire qui est juste magnifique à cet endroit avec des tout cabanets qui sont là. Je me poserai là et j'aime beaucoup un petit sandwich très simple avec une pâte à croissant qu'on cuit en moule à gouttière, donc ça fait quelque chose d'assez incurvé comme ça, c'est très croustillant. J'irai dessus râper un peu de jambon de silure et oui, on fait ça. On vient le râper très finement, une salade bien croquante type romaine qui va bien et puis on fait une César, une sauce César. Et puis, qu'est-ce que je pourrais boire avec ? Oui. Vous connaissez peut-être Thierry Puzla, avec une cuvée qui s'appelle La Frileuse. Clos du Tubeuf, c'est à la 15 minutes de Fleur de Loire, avec ce côté fruité qu'on adore. On est vraiment sur l'appellation Cheverny. Merci beaucoup à Christophe Hay pour cette jolie escapade entre les saveurs du terroir, la sensation de liberté sur la route, vous qui êtes passionné également de voiture. On retient donc qu'un chef 2 étoiles peut aussi aimer appuyer sur l'accélérateur. Hein. Ouais, c'est important même de se promener et de faire des petites balades pour se ressourcer aussi. Voilà, avec modération aussi pour tout, la vitesse et les vins. On vous embrasse et merci beaucoup Christophe Hay. Au revoir. Merci. Flux libre avec Honda. Nous voici arrivés à la fin de ce 3e épisode de Flux libre. Merci à tous nos invités de nous avoir accordé leur temps et leur passion. On espère que ce voyage vous a plu autant qu'à nous et ce n'est qu'un début. Car très bientôt, toute l'équipe sera présente sur le salon pour des enregistrements en direct. Ce sera l'occasion de partager ensemble des rencontres, des échanges, des découvertes et surtout de vivre cette passion de l'automobile autrement dans l'énergie du Salon automobile de Lyon 2025. Alors n'hésitez pas à venir nous voir, à pousser la porte de notre studio éphémère, à venir nous saluer, à nous poser des questions ou simplement à partager un bon moment avec nous. Je peux vous dire que toute l'équipe de Flux Libre a hâte de vous retrouver là-bas. Et à bientôt pour le 4e épisode de Flux Libre. C'était Flux Libre avec Honda, spécialiste de l'hybride depuis plus de 25 ans.